Ok. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour boucler la série d'épisodes sur le trafic de drogue. Depuis 2001, là où nous nous étions arrêtés, le trafic n'a cessé de croître. À titre d'exemple, en France, le nombre d'interpellations liées au cannabis est passé de 76 000 en 1999 à plus de 150 000 en 2008. Le chiffre d'affaires lié au trafic de drogue dans le monde s'élèverait à 300 milliards de dollars et les États-Unis dépensent à eux seuls environ 50 milliards par an pour lutter contre ce fléau, selon la London School of Economics. Il existe aujourd'hui de nombreux organes de lutte internationale, à l'image de la Division des stupéfiants et la Commission des stupéfiants, toutes deux organes de l'ONU, mais tout cela semble bien inefficace. Les politiques en matière de drogue ont échoué lamentablement sous pratiquement tous les aspects. Elles n'ont pas réduit la consommation de drogue, elles ont rendu la consommation plus néfaste qu'elle ne l'aurait été autrement. Elles ont favorisé la corruption, engendré le gaspillage de ressources, rempli les prisons et restreint les libertés civiles de personnes qui ne consomment pas de drogue. En France, on estime à 1600 morts par an, dont la cause principale est la consommation de stupéfiants. Si l'on devait réaliser le bilan du trafic de stupéfiants à l'échelle mondiale, cela donnerait à peu près ça. Tout d'abord, dans les plus importantes zones de production, nous retrouvons le triangle d'or, composé de la Birmanie, du Laos et de la Thaïlande, ainsi qu'une partie du Vietnam. Ici est cultivé en très grande quantité le pavot, qui sert à produire l'opium et l'héroïne. La Birmanie est d'ailleurs le second plus gros producteur d'opium dans le monde. C'est la plus vieille zone de production et les Français et les Anglo-Saxons l'utilisaient déjà au 19e siècle à des fins commerciales, comme nous l'avons vu dans le premier épisode. Aujourd'hui, elle approvisionne l'Europe en passant par l'Afrique, ainsi que les États-Unis en passant par Hong Kong, l'une des plus grandes capitales de la drogue, mais aussi l'Australie et le Japon. Ensuite, nous retrouvons le croissant d'or, composé de l'Afghanistan, de l'Iran et du Pakistan. Cette zone de production est plus récente puisqu'elle explose dans les années 80 avec le débarquement des troupes américaines et russes lors de la première guerre d'Afghanistan. On y cultive majoritairement du pavot. L'Afghanistan est justement le premier producteur mondial d'opium depuis 1991. Le croissant d'or alimente l'Europe, en passant notamment par Moscou, mais aussi par le Proche-Orient ou l'Afrique. Cette zone approvisionne également les États-Unis et le Japon. On remarque d'ailleurs que Naples et Palerme sont d'importantes villes de transit, certainement du fait de la mafia. Enfin, l'Amérique du Sud constitue la dernière grosse zone de production, mais cette fois-ci de cocaïne, avec la Colombie, le Pérou et la Bolivie. On y retrouve l'influence des cartels comme Medellín. Cette zone approvisionne évidemment les États-Unis, en passant par la frontière mexicaine, et l'Europe directement ou en passant par l'Afrique. Pour ce qui est des drogues de synthèse, il y a peu de transit, puisque l'essentiel de la production est consommé sur place. Les champions du monde incontestés, ce sont les États-Unis, avec près de 20 000 laboratoires démantelés entre 2002 et 2003. Et on retrouve ensuite l'Australie et la Nouvelle-Zélande, suivis par la Russie, la République tchèque et le Pérou. Cependant, on retrouve des laboratoires un peu partout, et ces données ne sont représentatives que des activités connues, qui ne sont que parcellaires de par leur nature même. Cette analyse est d'ailleurs valable pour l'ensemble des données présentées. Les capitaux en jeu dans le trafic de stupéfiants sont tels que le blanchiment nécessite l'intervention du système financier. Les casinos, bars et commerces ne suffiraient pas à blanchir les sommes générées. D'ailleurs, certaines banques se sont faites remarquer, comme HSBC dans cette activité fort lucrative. Mais nous y reviendrons dans une prochaine émission. Le blanchiment coûte très cher, autour de 50% du prix de vente. Les drogues de synthèse se taillent la part du lion, puisqu'elles sont avantageuses d'un point de vue logistique. LSD, méthamphétamine, MDMA, ecstasy et j'en passe. Elles peuvent être produites sur le lieu de commercialisation, elles sont mobiles et discrètes et nécessitent peu d'investissement. En plus de cela, les innovations scientifiques permettent aujourd'hui de créer des substances légales puisque non répertoriées, bien qu'ayant des effets similaires à des substances illégales. Ainsi, la législation court derrière les progrès de la chimie. Ce sont ces mêmes molécules qui provoquent à travers le pays des overdoses en série.
En plein jour, en pleine rue, comme ce couple de retraités près de Memphis. Elle respire encore. Cette jeune femme, sur un parking du New Jersey. Hé mec, réveille-toi! Ce père de famille, au volant de sa voiture. Maman! Réveille-toi! Ce ne sont pas les profils habituels de toxicomanes, mais des citoyens ordinaires. Des parents, chez eux, filmés par leurs enfants. Tu peux pas être comme ça devant tes propres enfants, merde! Les opioïdes tuent près de 200 Américains chaque jour. 72 000 en 2017. C'est plus que les armes à feu et les accidents de la route combinés. L'espérance de vie recule désormais aux États-Unis. La mort sur ordonnance frappe partout, indifféremment. La plus grave crise sanitaire qu'ait connue l'Amérique lui a été inoculée par ceux qui étaient censés la soigner. Les médicaments se sont mis à tuer. Actuellement, s'ajoute au crime organisé la production locale amateur réalisée par les consommateurs eux-mêmes, ce qui rend presque impossible toute tentative de contrôle. Bonjour à tous, donc là je vais vous parler de ma culture de cannabis indoor, donc en intérieur. Donc là c'est de la White Widow qui est en croissance depuis environ 1 mois. Bon alors, qu'est-ce que l'on retient de tout ça ? La première chose que l'on peut remarquer, c'est l'immense décalage entre les discours des politiques, les intentions affichées, et la réalité. Rappelez-vous, Nixon fait de la drogue son cheval de bataille, menace Pompidou puisque la France est au cœur du trafic, et met en place la DEA, principale agence américaine de lutte contre la drogue. Cependant, le trafic ne s'est pas arrêté pour autant, au contraire, il s'est amplifié et en plus avec l'aide de certaines autorités américaines. On sait que la CIA était impliquée dans le trafic lié à la French Connection, mais aussi dans les cartels colombiens et mexicains, au Nicaragua avec le financement des Contras et l'affaire Gary Webb, vous vous souvenez. Il semblerait presque que là où il est question de trafic de stupéfiants à grande échelle, lorsque l'on regarde au bout de la chaîne, on y retrouve les services secrets des grandes puissances occidentales et surtout américaines. Et tout cela est en fin de compte logique, puisqu'avoir la main mise sur les réseaux du crime organisé d'un pays permet de disposer d'un excellent contrôle sur ce pays. Les criminels ont leurs propres lois, leurs propres forces de répression, leur propre réseau de dissimulation, et tout ceci est parfait pour l'infiltration d'un service secret au sein d'un État. Cela permet de faire officieusement tout ce que l'on n'aurait pas pu faire officiellement, tout en gardant la couverture du criminel crapuleux guidé par l'intérêt financier, celui-ci apparaissant comme un acteur indépendant, alors qu'en réalité il travaille avec de nombreux services secrets et sert des intérêts géostratégiques. Bien utile cette carte du criminel self-made man, trompant les autorités et se jouant des lois tel un Robin des Bois du mal. Le grand écart qui existe entre les discours officiels et les actions des agences gouvernementales nous contraint à utiliser un concept flou, mais nécessaire et on ne peut plus actuel, celui d'État profond. Il existe le gouvernement visible situé autour du Nation Mall à Washington, et puis il existe un autre gouvernement plus obscur, plus indéfinissable, qui n'est pas expliqué dans les cours d'instruction civique, ni observable par les touristes à la Maison Blanche ou au Capitole. Le premier représente la politique partisane traditionnelle à Washington, le sommet de l'iceberg que les téléspectateurs de C-SPAN peuvent voir quotidiennement, et qui est théoriquement contrôlable par le biais des élections. La partie immergée de cet iceberg est ce que j'appellerais l'état profond, qui suit son propre cap, indépendamment de qui est formellement au pouvoir. Mike Lovegren. Trump est engagé dans un combat à mort contre une partie de l'administration américaine, ce qu'on nomme l'état profond, ce que les médias appellent désormais avec une emphase élogieuse la communauté du renseignement, FBI et CIA. Ce sont des concessions qui sont faites, alors je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais appelons ça l'état profond américain. Emmanuel Macron s'en était pris à l'état profond. L'état profond, c'est quoi l'état profond ? C'est une expression qui est très utilisée dans le monde anglo-saxon. On parle de deep state pour désigner les rouages de l'État et en général pour critiquer leur résistance passive, leur incapacité à bouger, leur tendance même à bloquer le système. Ni hier pour ce qui concerne ce gouvernement, ni aujourd'hui pour ce qui me concerne mes collaborateurs ou les membres du gouvernement, ni demain, il n'y aura de conciliabule secret. Ce temps est passé et il ne reviendra pas.
Unelected deep state operatives who defy the voters to push their own secret agendas are truly a threat to democracy itself. D'autres avant eux ont déjà soulevé ce sujet sans employer le terme, comme Mitterrand, qui expliquait qu'il avait gagné un gouvernement après son élection, mais non le pouvoir. Aujourd'hui, il y a une telle émancipation de certaines agences gouvernementales envers l'État que leurs intérêts respectifs peuvent s'avérer incompatibles. Par exemple, lorsque la CIA en arrive au point d'empoisonner ses propres citoyens alors qu'elle est une émanation des représentants du peuple, on peut se demander si elle n'est pas devenue complètement autonome. Il faut se rendre à l'évidence, dans notre monde globalisé, ces institutions se sont émancipées des nations, se sont hybridées entre organisations étatiques, terroristes et criminelles, à l'image de la CIA. À tel point que notre conception traditionnelle des États westphaliens semble caduque. La bataille n'est plus entre les États, elle est au sein même des États, entre des organisations multinationales qui possèdent aujourd'hui de manière officieuse le pouvoir, et des populations enracinées, encore dans l'illusion d'un gouvernement représentatif. Ce dernier n'étant qu'une chimère, c'est en quelque sorte le retour de la guerre entre nomades prédateurs et sédentaires enracinés. C'est d'ailleurs la conclusion de Jean-François Guéraud, commissaire divisionnaire de police, docteur en droit et intervenant devant la commission spéciale du Parlement européen sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, dans son livre intitulé « Théorie des hybrides ». Si j'étais un grand trafiquant de drogue, et si je voulais aussi avoir un système qui m'assurerait des profits, je créerais exactement le système que nous avons aujourd'hui. Face à l'impuissance des pouvoirs publics envers le crime organisé, pourquoi finalement ne pas légaliser la drogue? Cela mettrait un coup d'arrêt au trafic. Eh bien justement, cette idée a été mise en application dans de nombreux États. La consommation de cannabis, par exemple, est aujourd'hui légale en Uruguay depuis 2013, au Canada depuis 2018, dans 8 États aux USA, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne où il y a carrément des clubs, au Portugal, et c'est toléré en petite quantité en Belgique, en Italie et en Suisse. On peut aussi parler de la tolérance envers le cannabis dans les pays comme la Russie, l'Ukraine, l'Australie, le Mexique, l'Argentine, le Chili, le Pérou, le Paraguay ou encore la Bolivie. On est loin de la rigueur des premières conventions internationales. Les circuits légaux de production et de distribution gérés par des grosses industries sont bien moins onéreux que les circuits criminels et donc les produits sont moins chers pour les consommateurs. Cependant, les trafiquants qui vivaient de la revente de ces produits vont sans aucun doute rester dans la criminalité et vendre d'autres drogues toujours illégales et sans doute bien plus dangereuses. Finalement, c'est peut-être encore pire puisqu'en déplaçant la limite de la légalité, on les pousse indirectement à aller plus loin dans l'illégalité. Bien sûr, on doit ces avancées sociétales à la poursuite incessante des libertés individuelles, terreau du libéralisme financier. Alors à quand la légalisation de la cocaïne, de l'héroïne et du crack? On a déjà questionné ces notions de limite dans une précédente vidéo. Dans certains états malades, cette économie souterraine tolérée est bien utile au gouvernement, voire nécessaire à la paix sociale. Imaginez un instant qu'en France, les buralistes se mettent à vendre de l'herbe et du shit à petit prix. Que se passerait-il dans les banlieues? Combien de gens se retrouveraient sans ressources prêts à tout casser? À croire que notre paix sociale a un coût pour les citoyens vertueux, la délinquance et l'insécurité. Alors bien difficile est la conclusion de cette série. On observe finalement que les pays occidentaux sont impliqués dans la plupart des trafics de stupéfiants mondiaux, parfois au détriment même de leur propre population. L'État protecteur n'est plus. Mais quel sens a le mot État lorsque celui-ci n'est plus qu'une coquille vide, rongée en haut par des organisations multinationales autonomes et puissantes, et en bas par des criminels qu'il faut laisser sévir en vue de préserver la paix? Cette démocratie si parfaite fabrique elle-même son inconcevable ennemi, le terrorisme. Elle veut, en effet, être jugée sur ses ennemis plutôt que sur ses résultats. L'histoire du terrorisme est écrite par l'État, elle est donc éducative. Les populations spectatrices ne peuvent certes pas tout savoir du terrorisme, mais elles peuvent toujours en savoir assez pour être persuadées que, par rapport à ce terrorisme, tout le reste devra leur sembler plutôt acceptable, en tout cas plus rationnel et plus démocratique. Guy Debord. Merci camarades d'avoir suivi cette série, et n'oublie pas, fais passer l'info.